La manière dont monsieur me regarde en ce moment ne peut pas être pour rien dans le choix des mots, des tons et des rythmes qui suivent. La manière dont madame vous me regardez, la tête légèrement penchée, et dont monsieur me regarde, tout ça c'est synthétisé dans mon cerveau par ce qu'on appelle, hélas, l'expérience de la vie, qui passe au crible tous les signes qui rentrent dans mon cerveau en vision centrale et périphérique, et qui m'indique à chaque fois, ou qui part de la conception globale ressentie par sondage aléatoire d'un public synthétiquement parlant. Un peu compliqué, hein? Malheureusement, le regard est condamné au singulier. On ne peut pas regarder deux personnes à la fois. Donc, le regard est obligé de procéder par sondage aléatoire. Mais si le sondage est aléatoire, ça veut dire que la perception résultante par le cerveau de la globalité du public est juste. Ce petit couplet sur le regard, parce que je crois que tout le monde part de l'écoute dans l'entreprise, dans les relations sociales en général, mais c'est comme l'Arlésienne, on ne la trouve jamais. Il est certain qu'une écoute, pour moi, dans la parole en public, est une écoute physique, celle qu'on obtient en se regardant l'un l'autre. Monsieur, nous nous regardons tous les deux en ce moment. Nos deux cerveaux communiquent par ce tuyau. Nous deux, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais ils se disent des trucs. Avec madame aussi maintenant, et avec tous les gens qui sont ici aléatoirement. Je fais depuis 45 ans maintenant un métier qui m'amène à entraîner des gens à s'exprimer en public dans le monde de l'entreprise et de la politique. Ce n'est pas un métier que j'avais décidé de faire quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je voulais être comédien, et mes parents m'ont dit, il faut faire des études sérieuses, t'es nul en maths, rentre en préparation HEC, la fac, il n'en est pas question, donc je suis rentré en prépa, j'ai eu la chance de rentrer à l'ESSEC, et je suis très fier d'avoir derrière moi ce logo auquel je ne m'attendais pas, merci madame, qui est un des partenaires de cette soirée. Et pour moi, c'est très touchant de me retrouver là. Pourquoi? Parce que je voulais être comédien, je suis rentré à l'ESSEC, et à l'époque, on n'enseignait pas la parole en public dans l'entreprise, ça ne se faisait pas. À l'époque, les sciences humaines, les relations humaines étaient trustées par les psychologues. Et toute entreprise de taille respectable avait dans son service personnel au moins 3 psychos payés à plein temps. Maintenant, il y en a beaucoup moins, et on n'enseignait pas la parole en public. Et Maître Olivier, qui était directeur de l'ESSEC à l'époque, un ancien avocat, Maître Olivier m'a demandé, je sortais de l'école, j'étais diplômé quand même, et j'étais comédien déjà. Je cachetonnais à droite et à gauche, j'avais suivi des cours d'art dramatique, j'avais appris la technique. Et Maître Olivier me dit, est-ce que tu veux faire des cours aux étudiants de l'ESSEC? Et puis de l'ESSEC rapidement dans l'entreprise. Et moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un orateur. Je savais à peu près ce que c'était qu'un comédien. Et quand j'ai eu des élèves en face de moi, des étudiants, puis des gens de l'entreprise, j'ai testé mes techniques d'acteur sur des orateurs. Il y a une fraternité entre l'acteur et l'orateur. Mais il n'y a pas une gémellité, on verra la différence tout à l'heure. Mais il y a une fraternité entre l'orateur et l'acteur. Donc, en testant mes techniques sur mes élèves, je me rendais compte qu'elles ne marchaient pas tout à fait, donc je les tordais. Et en les tordant peu à peu, par essais-erreurs successifs, pendant 45 ans, je vous la fais courte comme on dit vulgairement, j'ai dû faire des millions d'essais et d'erreurs successifs, et je continue. Et au fil du temps, vous finissez par appliquer un truc qui marche sur quelqu'un, sur le suivant, en le simplifiant un peu plus parce que ce n'est pas le même, etc. Et vous avez en 45 ans, vous arrivez par des millions d'essais et d'erreurs successifs, comme le font tous les pédagogues qui créent leur propre technique, puisque je n'avais pas de modèle. Vous arrivez, au bout de 45 ans, à une espèce d'épure qu'on peut appeler une méthode. Et c'est cette épure dont je vais vous parler ce soir. Mais je suis un artisan de l'art oratoire, j'ai peu à peu, tout seul, formé ma technique. Et puis j'ai été comédien en même temps, et puis assistant metteur en scène, puis metteur en scène. J'ai été metteur en scène entre 1983 et 1993 dans les théâtres lyriques français. J'ai mis en scène au Capitole à Toulouse, j'ai mis en scène à l'Opéra de Nancy et dans d'autres opéras. Et j'ai arrêté la mise en scène en 1993, et là, développé l'autre activité d'art oratoire. Créer mon cabinet, créer mon entreprise, développer mon entreprise et vendu mon entreprise. Et je suis maintenant, aujourd'hui, directeur pédagogique de l'école de l'art oratoire que l'actionnaire qui m'a racheté était capable de fonder. Je n'avais aucune compétence juridique ni marketing pour créer une école.
En revanche, l'actionnaire, qui était lui-même adossé à l'ESSEC, mais c'est un coup de chance. Ce n'était pas une volonté de ma part au départ. L'actionnaire a créé cette école d'art oratoire qui existe à Paris, son site existe, l'école de l'art oratoire. Elle porte modestement le nom de Stéphane André, mais en tout petit, ce n'est pas le cours Florent, n'est-ce pas? C'est une école d'art oratoire avant d'être celle de Stéphane André. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai été invité à cette conférence. Et je voudrais, avant de voir des solutions, traiter le problème. Premier problème, l'art oratoire n'a pas bonne réputation. Dans notre culture française, la parole en public n'a pas bonne réputation, elle est même suspecte. Très souvent, on entendra par exemple l'avertissement suivant: méfie-toi d'un tel, il parle bien. Madame approuve là-haut. Combien de fois on a entendu ça? Méfie-toi d'un tel, il parle bien. Ça veut dire, il parle bien, donc il va t'avoir, et je suis poli. Vous avez tout à fait en tête le mot qu'on emploie d'habitude. Il y aurait cette idée que quelqu'un qui parle bien peut convaincre n'importe qui de n'importe quelle bêtise, y compris des gens intelligents. Mauvaise réputation de l'art oratoire. Je voudrais tout de suite répondre à cette question, c'est faux. D'abord, ceux qui croient ça méprisent les publics. Je ne crois pas que des publics puissent se faire avoir de cette façon-là. Je n'y crois pas. Car je crois à l'intelligence des publics. On n'a jamais formé un public parce que ce n'est pas la peine. C'est inutile. Il ressent tout. Et on sait très bien, dans l'art frère du théâtre, qui est l'art frère de l'art oratoire, que jamais un bon comédien n'a pu sauver un mauvais texte. Vous êtes d'accord? Donc c'est faux. Il y aura toujours, dans l'entreprise, au théâtre, en politique et ailleurs, une primauté au dossier. Si votre dossier ne tient pas la route, je ne peux pas vous aider à le faire passer si le dossier ne tient pas. Mais si, au théâtre, on sait qu'un bon comédien ne peut pas sauver un mauvais texte, on sait aussi qu'un mauvais comédien peut massacrer un bon texte. Et très souvent, mais c'est de l'ironie de ma part, n'y voyez pas de méchanceté, ma vie consiste à rehausser la faculté acteur de mes élèves à la mesure pour moi incontestable de leurs compétences d'auteur. Car je vois trop souvent des dirigeants, des managers massacrer leur dossier au moment où ils le parlent. J'étais hier au lycée en prépa HEC à Schœlcher. Un candidat excellent peut très bien, à un concours HEC ou EM Lyon ou n'importe quoi, massacrer sa compétence parce qu'à l'oral, il n'est pas à l'aise. Vous savez, pour faire du bon théâtre, il faut des bons auteurs et des bons acteurs. Pour faire de la bonne entreprise, il faut des bons concepteurs de projets et des bons porteurs de projets. Et pas des porteurs de projets qui disent « on vient me chercher, je ne parle pas ». Des gens qui décident de parler et de soutenir leur projet. Parce que sinon, ça peut être la mort du projet à terme. Vous voyez, voilà une... Méfie-toi d'un tel, il parle bien. Non. Autre réflexion qu'on entend souvent. Les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Je connais le fondement juridique de cette expression. Hein. N'empêche qu'on l'étend à la globalité des choses. Je sais qu'il y en a parmi vous qui pensent sincèrement. Et je ne me moque pas. Parce que c'est une question de formation et d'éducation. On a été formaté. Que les paroles s'envolent et que seuls les écrits restent. À tous ceux qui le croient dans cet amphi, je vous en supplie, ne vous dénoncez pas. J'ai un conseil à donner, fermez vos gueules. Parce que si vous pensez que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, dès qu'il a quitté votre bureau, il a tout oublié, ce n'est pas la peine d'y causer. Vous envoyez des mails, il n'y en a pas assez comme ça, rajoutez-en. Mais laissez le champ de la parole publique à ceux qui croient à la parole en public, et à mon avis, la vie sociale deviendrait beaucoup plus agréable. Autre expression, et ce sera la troisième et dernière, celui qui parle bien fait l'exhibitionnisme. Combien de fois j'entends, mais ça c'est du théâtre. Vous entendez le ton. Je rappelle que la France a excommunié les comédiens. Le décret a été levé, sous Louis XVIII je crois. Mais vous savez, Montesquieu l'a dit, on ne change pas les mœurs par décret. L'excommunication des comédiens rôde encore dans nos consciences judéo-chrétiennes, je le sais. Et la personne qui dit, mais ça c'est du théâtre, est tout de même abonnée à la Comédie Française. Vous voyez, c'est paradoxal. Mais dans le feu d'une discussion, ils vont dire, par exemple, entre managers, oui, mais ça, ce syndicaliste, il a fait du théâtre. Non, il sait parler en public.
Et faire du théâtre, qu'est-ce que fait vraiment un comédien? L'art de l'acteur n'est pas l'art de se montrer. On croit toujours que l'art de parler en public, c'est l'art de se montrer. Regardez nos frères, et vous aurez beaucoup de réponses dans le théâtre. Regardez nos frères les acteurs. L'art de l'acteur, c'est l'art de disparaître à l'avantage d'un personnage et au service d'un public. Moi, je donne toujours le conseil aux papas et aux mamans et aux grands-parents qui sont là. Faites faire du théâtre à vos enfants et vos petits-enfants. Ils apprendront très très tôt à servir la pensée d'un autre sans l'abîmer et à servir un public sans l'abîmer non plus. Parce que obliger quelqu'un à tendre l'oreille pour écouter, c'est l'abîmer. Et voyez, c'est ça. L'art oratoire n'est pas un art de se montrer, c'est un art au service. C'est un art d'être un vecteur, d'être un go-between, de disparaître pour ne plus apparaître que comme un tuyau qui permet le passage d'une idée, d'une cause vers un public et le passage du public vers Molière. Car grâce aux acteurs, Molière vit encore. Il y a quelque chose dans la parole en public de l'ordre de la résurrection de la pensée. Je ne fume pas la moquette. La charge de quelqu'un qui parle en public, c'est de réinventer son dossier au service du public, qui est toujours inattendu. Un de mes conseils fréquents, c'est ne rédigez pas vos discours. On ne met pas un public en carte. Et là, vous avez une différence entre l'acteur et l'orateur. Il n'y en a qu'une. Parce que, par ailleurs, les deux sont pareils. Tous les deux ont compris leur dossier. Si je joue Don Juan de Molière, même si je suis Don Juan dans la vie, je ne suis pas le Don Juan que Molière a conçu. Je suis un petit Don Juan de banlieue, mais je ne suis pas le Don Juan conçu par ce génie qu'était Molière. Nous sommes d'accord. Et si en plus je ne suis même pas Don Juan, il faut d'abord que je comprenne ce que c'est que le Don Juanisme. Donc je vais discuter avec mon metteur en scène. Et au bout d'un moment, je comprendrai ce que c'est. Et je vais proposer ce personnage. Là, il y a donc cette disparition de l'acteur qui fait du théâtre, qui sert un public et qui sert un auteur. Là, il y a le service de l'orateur, et la différence, c'est quoi? C'est que le problème de l'acteur, on va revenir sur le problème de la maîtrise de la pensée dans l'action. Le problème de l'acteur, c'est la mémoire. Tous les comédiens professionnels ont fait ce cauchemar, et plusieurs fois dans leur vie, d'être sur scène, et tout d'un coup, il n'y a plus de souffleur au théâtre. Hein. Et tout d'un coup, plus de texte. 1000 personnes dans la salle et pas de texte. Tous les comédiens ont fait ce cauchemar, donc ils ne sont pas sûrs d'eux, même les grands professionnels. Et vous vous rendez compte, un acteur, parce que j'entends souvent dire, oui mais les acteurs c'est facile, ils ont le texte par cœur. Et ce n'est pas des robots. Un acteur, il travaille dans le sentiment. Il ne joue pas les émotions, il les vit. Et la performance, Cyrano de Bergerac, 1500 vers, pas une seule erreur, un soir de première, sur un seul mot. La maîtrise de la pensée dans l'action est incroyable. L'art de parler en public n'est pas l'art de la forme. C'est l'art de maîtriser la pensée dans l'action et pour l'action. Ça n'est pas l'art de la forme. Oubliez fond et forme. Hein. Je fais une parenthèse. Remplacez plutôt ça par l'opposition auteur-acteur. Vous préparez une négociation, vous préparez un dossier ou un discours que vous allez faire dans votre tête comme ça, dans l'autobus, ou en consultant des documents sur un ordinateur. Au moment où vous faites ça, vous êtes auteur. Métaphoriquement par rapport au théâtre, vous êtes un auteur. Et à l'instant où la personne rentre dans votre bureau, vous avez préparé les négociations avec elle, elle rentre dans votre bureau, elle devient le public et vous êtes sur scène. Et la scène tue en vous l'auteur et crée l'acteur. Faites attention. Si au théâtre ce sont deux métiers différents, c'est que vous qui, pour beaucoup d'entre vous, êtes des enseignants, des cadres ou des dirigeants, vous faites deux métiers, mais il faut les faire alternativement et pas simultanément. Parce qu'un métier d'auteur, ce n'est pas un métier d'acteur, et l'inverse. Donc, éliminez cette notion du fond et de la forme dans laquelle nous avons tous été élevés. L'art de parler en public n'est pas l'art de la forme. J'ai un cœur qui bat, j'ai une respiration qui peut s'écourter à certains moments, j'ai vos regards sur moi, je vous garantis que ce que je vis en ce moment, ce n'est pas ordinaire. Et je ne suis pas qu'une forme. Alors arrêtons d'oublier le corps à ce point-là. Notre culture occidentale a totalement gommé le corps, elle a privilégié les auteurs et massacré la parole en public.
Il paraît qu'à Sciences Po, quand il dort, tous ses rêves sont en 2 parties et 2 sous-parties. Même quand ils dorment, les mecs, ils structurent. C'est devenu des cerveaux même quand ils dorment. Les autres font des plans en 3 parties quand ils dorment. Vous voyez, mais de toute façon, on est très structuré. La culture européenne nous a parfaitement formés, je n'ironise pas, versant auteur. La pensée logique, nous l'avons acquise. Mais versant acteur, elle nous a plutôt pas aidés du tout. Il faut rééquilibrer ça. Donc, il y a bien cette idée de la différence. La différence, c'est que l'orateur, lui, n'est pas dans la mémoire. L'orateur, à l'opposé de l'acteur, a responsabilité d'élaboration définitive de son texte sur scène. Donc en partage physique avec son public. S'il est réussi, à la fin du discours, le public devient co-auteur de son propre discours. Comment voulez-vous qu'un public co-auteur ne signe pas, ne co-signe pas le discours dont il est devenu, par le savoir de l'orateur, co-auteur? Il le signe. Même l'opposant, puisqu'il y a des dirigeants, même l'opposant signera le discours en restant opposant à l'intérieur du projet d'entreprise. Le but n'est pas de tuer l'adversaire, mais de travailler avec lui. C'est ça le but d'un orateur. Ce n'est pas certains hommes politiques qu'on entend aujourd'hui qui font exactement l'inverse. J'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Auteur-acteur, vous avez retenu, et surtout, ne rédigez pas vos discours. Faites votre plan, et puis vous vous dites, là, je sais à peu près ce que je veux dire, j'ai mon plan en tête, je finirai le discours avec eux. Génial. Là, vous avez une chance de les associer à la construction définitive de l'œuvre. Je dis bien de l'œuvre parce que, pour moi, ce n'est pas de la prise de parole en public. Ce n'est pas de l'expression orale, c'est de l'art oratoire. Il avait sa muse à Rome, Calliope. Il s'était considéré comme les anciens, par les anciens comme un art. Je suis un militant du retour de cet art dans notre monde à nous, parce que je crois qu'il fait cruellement défaut. Cet art oratoire, il faut que le public en devienne le co-auteur. Il a aussi une sensibilité artistique. Voilà ce que je voulais dire sur l'entrée en jeu. Méfions-nous de toutes ces idées qui circulent et qui condamnent l'art oratoire. Et je voudrais que dans votre tête aujourd'hui, dès maintenant, l'art oratoire, ce soit quelque chose de noble, quelque chose au service des autres et au service des idées. Un art au service de la circulation des idées dans le monde des hommes. Voilà ce que c'est que l'art oratoire. Un art de la transmission. Maintenant, ça nous est difficile. Et vous le savez les uns et les autres, vous l'avez vécu, je le vis et je l'ai vécu. C'est pas facile. C'est pas facile de monter sur scène. C'est pas facile quand on sait qu'on aura dans la salle des opposants, qu'il y aura des débats difficiles. C'est pas facile, je sais. Mais c'est d'autant moins facile que nous avons, nous, les gens de culture européenne en général, 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème affectif, qu'on appelle au théâtre le trac. Et vous voyez, au théâtre, on ne fait pas de psycho, on appelle ça pour tous les acteurs le trac. Alors, ne me parlez pas de timidité, ne commencez pas à psychologiser, on appelle ça le trac. Et c'est le premier problème. Parce que le trac explique les défauts d'expression. Je disais hier, dans une conférence que je faisais, Freud s'est préoccupé des lapsus quotidiens, psychopathologie de la vie quotidienne. Vous avez peut-être lu ce bouquin de Freud, où il ne s'intéresse pas aux grands malades, il s'intéresse simplement aux lapsus qu'on fait tous les jours. Personne ne s'est jamais intéressé à pourquoi on dit « eux ». Pourquoi on dit à tout bout de champ? Parce que clairement, tu vois, clairement, pourquoi on se gratte la tête toutes les 2 secondes? Et je mets au défi quelqu'un de nous dire, d'avoir trouvé un bouquin qui étudie ça. Il y a un super bouquin de Stéphane André qui s'appelle « Le secret des orateurs », je vous conseille de le lire, édition Stratégie. Vous trouverez tout ça. Personne ne s'y est intéressé. Moi, ça me passionne. Et j'ai trouvé, la première fonction d'un défaut d'expression, c'est le traitement de la peur. Et malheureusement, il y parvient. Démonstration. Vous avez un de vos camarades qui se touche l'oreille toutes les 2 minutes quand il parle. Vous le lui dites, et vous lui dites, tu as un tic, tu te touches l'oreille tout le temps. Premièrement, il vous répond, je ne m'en suis pas rendu compte. Ce qui démontre l'origine reptilienne du défaut. Reptilien, traitement de la peur, instinct de fuite.
Le fait qu'il n'ait pas conscience de ça, d'abord, fait qu'on n'a ni reproche à faire, ni moquerie. On ne se moque pas. Et deuxièmement, démontre que l'origine est bien reptilienne, donc traitement de la peur. Mais poursuivons. Dites-lui simplement, j'ai suivi une conférence de Stéphane André, j'ai appris que tu te touchais l'oreille parce que tu as le trac. De très bonne foi, le type vous répondra non, j'ai pas le trac. Quand tu parles en public avec mes gars, j'ai pas le trac. Alors dites-lui simplement la prochaine fois que tu feras ton exposé en public, essaie de le faire sans te toucher l'oreille. Il va dire oui, je vais le faire, c'est facile. S'il est honnête, il vous racontera. Et si vous étiez dans la réunion ce jour-là, vous verrez immédiatement. À l'instant où il a monté la main vers son oreille, prévenu par vous, c'est passé du reptilien au cortical, il arrête. Et à cet instant-là, vous le verrez sur son visage, ressurgit en lui un trac qu'il avait oublié depuis 5 ou 6 ans. Donc le défaut, traitez le trac. Faites l'essai. La seule fonction d'un défaut d'expression, c'est le traitement de la peur. Or, un enfant de 5 ans n'a pas peur. J'accorde qu'un enfant sur 10 peut avoir des problèmes psychologiques. À 5 ans, Oedipe résolu, intégration du tabou de l'inceste, je schématise, Freud ne m'en voudra pas. L'enfant de 5 ans est un adulte nouveau-né et attend de devenir un adulte chevronné. Il n'est pas encore cultivé, il n'est pas encore éduqué, aux deux sens du mot. L'enfant de 5 ans n'a pas peur, n'a pas de défaut d'expression, regarde le monde avec confiance. Je nous conseille à tous, même dans nos fonctions d'aujourd'hui, de récupérer notre nature d'enfant de 5 ans chaque fois que nous sommes devant nos collaborateurs, devant des syndicalistes, devant des patrons, etc., etc. L'enfant n'a pas peur. L'enfant de 5 ans n'a pas peur. Commence l'éducation à ce moment-là. Et commence l'arrivée du trac. Et curieusement, en même temps que la peur, arrivent les défauts. Vérifiez-le sur vos enfants, vous le verrez. Pourquoi? Parce que l'enfant de 5 ans apprend très vite que s'il veut ouvrir la bouche en public, il a intérêt à faire gaffe. Parce que c'est jamais le moment, parce que papa est fatigué, certains soirs il ne l'est pas. L'enfant américain mal élevé, lui, il parle n'importe où et n'importe quand. Mais pour nous, les Européens, c'est mal élevé. Et puis à l'école, c'est pareil. Attention à ce que tu vas dire. Simplement le ton. Je t'écoute. Le môme, là, le petit garçon de monsieur à la chemise rose, là, quand il était petit, eh bien, quand son instituteur lui disait « je t'écoute », eh bien, il prenait la trouille. Et il disait « je vais dire une connerie ». Et il disait évidemment une connerie. Vous vous souvenez? Voilà. Et je ne l'ai pas rétribué. Donc on apprend la peur de parler. Avec cette formation dont j'ai parlé, la formation versant auteur, on apprend, parce que quand on dit réfléchir avant de parler, bien sûr on acquiert la peur, mais en même temps on acquiert l'apprentissage d'une pensée logique. Il faut que mon point de vue se défende, il faut que je l'argumente. Donc vous voyez, il n'y a pas que du négatif, mais de cette magnifique culture qui nous a bien formés, réfléchir avant de parler, est venu un effet secondaire négatif qui est que versant acteur, on a été massacré. Acquisition de la peur. Donc on ne monte même plus en scène. Et quand on est en scène, les défauts dans lesquels... Oui, parce que vous comprenez, mesdames et messieurs, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont très intéressantes dans cette histoire. Et je voudrais justement vous en parler. Ce monsieur a l'air très à l'aise, il n'a plus le trac. Mais alors là, on a affaire à ce qu'on appelle un style. Un ensemble de défauts bien combinés. Qu'on appellera un style. Et sa peur est traitée. Ce mec trêve de trouille. Demandez-lui simplement de regarder le public et de se tenir droit devant le public, il va récupérer la peur. Voyez, ne confondez pas le brio avec l'équilibre et la puissance. Trop souvent, dans certaines écoles réputées, j'en ai cité une tout à l'heure, les concours d'éloquence, celui qui est élu, c'est celui qui fait des bons mots. Et j'ai vu ça. Celui qui a intéressé la salle n'a eu que le 3e prix. C'est grave, hein? Dans une école réputée, française. Cherchez l'équilibre et la puissance. Le trac, peur acquise. Première explication du niveau général de nos orateurs, plutôt moyen quand on les compare par exemple aux orateurs nord-américains. Vous savez qu'aux États-Unis, un enfant n'est pas éduqué dans la peur de parler, ou très peu. Et chaque fois qu'il a parlé, il est toujours encouragé. Moyennant quoi, le résultat est assez clair. Quand vous entendez, je schématise un peu quand même, il y a un cliché là-dedans, mais quand vous entendez dans un kick-off annuel un chef d'entreprise français, tout au moins en métropole, je connais peut-être moins la Martinique, mais un chef d'entreprise français bien préparé par les gens de communication, avec des slides, avec des bullet points. Vous savez ce que c'est les slides dans ce cas-là?
C'est la boue séchée qui fait que le pantalon tient debout tout seul quand le gars n'est plus dedans. C'est-à-dire, il y a de la pensée fossilisée qui tient toute seule. Et le mec, il ne fait pas d'exposé, il fait un commentaire. C'est ça, il fait un commentaire. Un patron, c'est pas un commentateur. Merde! Il n'a pas besoin de slides. Un enseignant non plus. Un manager de tout petit niveau n'a pas non plus besoin de slides. Il a besoin de la rencontre. Qui va réveiller sa pensée, et tout d'un coup, nos deux pensées se croisent. C'est pas beau, hein? Elle est contente. Elle est belle, la vie. Elle est belle quand on est ensemble. Mais c'est à nous de le décider. Et de le décider physiquement, on va voir comment. Voilà. Donc, le trac, premièrement. Et le problème n'est pas de faire la chasse aux défauts. Si vous dites à quelqu'un, tu te touches tout le temps le bout de l'oreille, il va vous remercier, et puis il va dire, ben, je vais essayer de ne plus toucher le bout de l'oreille. La semaine suivante, il se touche l'autre. Parce qu'on a traité le symptôme et pas la cause. Et la cause, c'est la peur, le symptôme, c'est le tic gestuel. Or, c'est la peur qu'il faut traiter, je vous montrerai comment. Deuxième problème qui est lié de l'orateur français, à côté de l'affectivité, la peur acquise, qui est une peur acquise, dont on peut se débarrasser. Si elle était innée, on ne pourrait pas. Acquise, on peut se débarrasser. Deuxième problème de l'orateur français, l'hypercentrage sur le cerveau. Nous sommes tous en puissance des Michel Rocard. Bah, peut-être que certains sont jeunes parmi vous et connaissent peut-être pas bien Michel Rocard, mais c'est quand même un cerveau. Ah oui, mais alors côté communication, c'est une catastrophe, on ne comprend rien. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que Michel Rocard est dans son cerveau. Mais je peux en citer d'autres. Je peux par exemple prendre, dans le monde de la communication, on peut avoir, j'exagère un peu pour le rendre lisible, hein, donc je ne me moque pas, mais on peut très bien avoir, j'imagine par exemple un directeur d'agence de pub, un patron d'agence, la tête, le pied, pardon, sur la table, n'est-ce pas? Et puis, tout d'un coup, réagissant à un propos d'un de ses collaborateurs, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à ce concept-là, parce que pour notre agence, même pour notre agence elle-même, sur le marketing de notre agence, il y a des choses intéressantes là-dedans. Et ce que je peux dire d'une certaine façon, c'est, j'en parlais d'ailleurs l'autre jour à toi qui viens d'arriver, je t'en parlais, oui, toi avec la chemise grise là. Oui, madame, oui, je vous en parlais l'autre jour de ça. Vous vous souvenez? Hein, on avait traité de ça. Et puis vous me voyez à la sortie parce que j'ai un truc à vous dire. OK, d'accord, merci beaucoup. Et alors, ce truc est vachement intéressant parce que finalement, c'est un concept dans lequel, un peu trash finalement, mais dans lequel on ne peut pas imaginer. J'ai donné à peu près 300 mots là. 300 mots. Ma pensée n'avance pas. Le gravier, il sort sous la roue de la bagnole qui tourne, mais le capot de la bagnole n'avance pas d'un millimètre. La pensée n'avance pas, elle est bloquée. Et pourquoi elle est bloquée? Parce que le gars, il regarde au plafond, il regarde au plancher, mais pour un cerveau humain, un plafond, ce n'est pas une sortie. Et puis même si le cerveau, parce que c'est une centrale de calcul, un ordinateur un peu plus compliqué qu'un ordinateur, il calcule des trucs. Il dit, si je dis blanc, qu'est-ce qu'il répond? Rien. Si je dis noir, il répond rien. Putain, mais qu'est-ce que je dis? Et la panique s'installe. Et vous finissez vous-même par dire à votre cerveau, dis n'importe quoi, mais dis quelque chose. C'est comme ça qu'il va dire, finalement, d'une certaine façon, on pourrait dire que la pensée qui dégueule. Mais je dis pensée qui dégueule, pourquoi? Parce que quand on regarde le corps de cet individu, il est là, il a les lombaires qui sont glissés dans le fauteuil, la tête n'est pas accrochée au ciel, le regard est n'importe où, il a un cerveau qui dégueule parce qu'il a un corps qui dégueule. Sur la chaise. Les anciens disaient « mens sana in corpore sano ». Eh bien, on peut dire à leur suite « mens dégueulanda », c'est féminin, « in corpore dégueulando ». Moi, je trouve ça logique. Le rêve d'un orateur français, c'est d'avoir un esprit en équilibre dans un corps qui ne l'est pas. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Les gens qui font du yoga le savent. Alors moi, je ne fais pas de yoga, et donc je suis peut-être plus dans l'action, moi dans la méditation. Je sais que le yoga est une philosophie de l'action, je sais. Mais n'empêche que je ne peux pas être en équilibre dans ma tête si je ne suis pas en équilibre dans mon corps. Et j'ai mentionné le regard sur les autres, c'est peut-être même le regard sur les autres qui me mettra en équilibre moi-même. Il me semble bien. Et que c'est donc les autres qui vont me donner mon équilibre. Le cerveau de ce monsieur est comme un cerveau qui flotte dans le vide, en apesanteur, ni accroché au sol, ni au ciel, ni au public. Un peu le whisky du capitaine Haddock, dans Objectif Lune. Vous lisez encore Tintin? Le whisky qui sort du verre,
et qui flotte en apesanteur, comme ça, dans la cabine, en apesanteur, et le capitaine Haddock voit son whisky qui s'en va, comme ça. Il y a plein de réunions, peut-être plus à cette heure-là, dans les réunions, dans les entreprises, aujourd'hui, autour de nous, où il y a plein de cerveaux qui tournent sur eux-mêmes dans le vide, en n'arrivant pas à aller plus loin que la première étape de leur processus de production, et qui ne se rendent compte jamais. Alors évidemment, on a des ordres du jour, alors on respecte l'ordre du jour, mais la pensée, elle n'a pas avancé d'un iota depuis le début de la réunion. On a suivi l'ordre du jour, on sait très bien quand on est collaborateur ce que le patron veut entendre, on le lui dit, et puis moyennant quoi, à minima, on a fait une collaboration, celle qu'il attendait. Un public est parfaitement capable de manipuler un directeur, hein, et faire semblant, effectivement, d'être parfaitement impliqué. Et un directeur peut faire la même chose. Et on a suivi l'ordre du jour, complicité objective entre les deux partenaires, mais on n'a pas avancé. Parce que les cerveaux ne se sont pas rencontrés. Parce que les gens ne se sont pas regardés. Oui, je vois monsieur qui fait une drôle de tête, c'est un peu triste. Hein. Mais c'est hélas pas moi qui ai inventé le procès de la réunionite. C'est clair? Donc je ne veux pas une personne en désaccord avec moi maintenant. Parce que tout le monde sait ce que c'est que la réunionite. Voilà le problème, c'est qu'on est tous dans le cerveau. Par formation, par culture, par éducation. On a gommé le corps, donc on se réfugie dans le cerveau. Et c'est normal que quelqu'un auquel on dit ben, quand t'es paumé, réfléchis, même quand il parle, il réfléchit encore. Sauf que là, il ne faudrait plus réfléchir, mais sentir. Animaliser le travail cérébral. Mais là, quelqu'un qui rompt le regard, il dit bougez pas les mecs, je reviens. Et en face, on attend que ça tombe. Cerveau, Michel Rocard. Deux problèmes qui expliquent le niveau général pas très bon des orateurs de culture européenne. Ça va? S'il y a des questions, vous pouvez, hein? Mais je peux aussi en réserver pour la fin. Maintenant, quittons la culture européenne et regardons l'art oratoire de manière interculturelle, parce que c'est ce qui m'intéresse. J'en parlais avec quelqu'un juste avant d'entrer dans l'amphi. Regardons d'abord le contrat. Faites une différence entre la vie privée et la vie publique. La technique dont on va parler, elle vaut dans la vie publique, pas dans la vie privée. On verra pourquoi. En tout cas, quand on regarde dans la vie publique, la parole d'un manager, la parole d'un dirigeant, la parole d'un syndicaliste, la parole d'un politique, de droite comme de gauche, tout orateur dans la vie publique, quand il prend la parole, doit respecter 3 contrats. Ces contrats sont respectés, ces 3 contrats, par tous les comédiens du monde. Tous les comédiens du monde, au Théâtre No au Japon, comme à la Comédie Française, comme à l'Opéra de Buenos Aires, tous les acteurs, danseurs, chanteurs du monde respectent, quelle que soit leur culture, ces 3 règles. Et je vous conseille de les avoir en tête avant même d'aborder la technique. Avant d'aborder la technique. La première règle, c'est ce qu'on appelle le contrat de la rampe. Le contrat de la rampe. Vous voyez, il y a cette tribune qui est là. Dans l'amphithéâtre, il y a une rampe qui est là. Et cette rampe, elle me signifie un contrat qui me lie à vous maintenant. Ce contrat me dit que j'ai 100% des charges en ce moment et que vous avez 0% de charges. Et tous les droits. Celle qui arrive en retard, celle qui part en avance, celui qui... etc. Vous avez tous les droits. Et c'est vrai qu'au théâtre, je ne peux pas, quand je joue une scène au théâtre, et j'ai joué, je joue une scène avec un de mes camarades, tout d'un coup je m'arrête. Je dis écoutez, oui madame, là, la blonde là, vous pouvez arrêter de discuter avec votre mari là? C'est Molière, hein? Puis les autres pareil. Hein? Alors, pouet, on écoute. Je reprends. On ne peut pas le faire. Et pourtant, croyez-moi, on aurait très souvent une furieuse envie de le faire. Parce que madame discute réellement avec son mari. Alors, quand vous êtes patron, vous êtes manager, vous dites madame, ça suffit, hein. Mais l'acteur n'a pas la chance d'être le patron de son public. Et je souhaite que les managers n'aient plus la chance d'être les patrons de leur public, mais les leaders de leur public. Je ferai tout à l'heure la différence entre le chef et le leader. Un leader n'aurait pas un comportement comme celui-là. Un leader, quand il voit que ça discute dans la salle, il essaie de ramer un peu plus dans sa technique d'orateur pour être un peu meilleur au fil de temps de son exposé, pour mériter enfin l'écoute de madame. On mérite l'écoute de son public. On ne fait pas la police. En tout cas, l'art oratoire devrait permettre ça. Pardonnez-moi. Le contrat de la rampe,
C'est très difficile dans l'entreprise. C'est plus difficile pour vous que pour nous au théâtre. Enfin, pour nous, je ne suis plus comédien maintenant. Mais au théâtre, il y a les 3 coups. Il y a la salle qui s'éteint, il y a les 3 coups, il y a le rideau qui s'ouvre. Et le public est là, comme un banc de poissons. Et il n'y a pas de mépris. Dans un banc, tous les poissons sont différents. Ils n'ont pas le même nombre d'écailles. C'est la même espèce, humaine. Mais tous les poissons sont différents les uns des autres. Et un leader, il travaille avec tous les poissons. Et ils sont 12 différents les uns des autres. Et c'est vrai qu'au théâtre, le public est prêt, l'acteur entre en scène. Disposer le public à écouter l'acteur. Je suis sûr qu'un d'entre vous, un dirigeant parmi vous, qui aurait, en montant à la tribune, dans sa réunion annuelle d'entreprise, cette attention du public, au moment où il arrive sur scène, le patron, il ne reste pas sur scène, il se barre. Tellement c'est impressionnant. Mais c'est facile. Tandis que dans l'entreprise, d'abord, on n'est pas toujours avec une tribune, et puis je sais que l'objection existe dans votre tête déjà. Très souvent, vous êtes dans des réunions table ronde. Il y a la même lumière sur vous et sur vos collaborateurs. Il y a la même lumière sur vous et sur les journalistes, etc., etc. Donc la rampe est invisible. Mais quand vous prenez la parole, au moment où vous parlez, vous êtes orateur, et tous les gens autour de la table ronde sont le public. Un instant plus tard, un autre prend la parole, il est orateur, les autres sont publics. La rampe tourne. Et en plus, elle a pris le maquis. Donc elle est invisible. Et comme les gens ne sentent plus le contrat de la rampe, ils ne le remplissent plus. Et ils ne sont plus légitimes en tant qu'orateurs, parce qu'ils ne se sentent pas investis d'un contrat. Donc c'est plus difficile dans votre monde à vous que dans le monde du théâtre, où la rampe est présente physiquement dans le bâtiment. Et si vous voulez, un acteur spontanément ne va pas interpeller un spectateur pendant qu'il joue Molière, parce que la rampe a une présence physique. Ce qui n'est pas le cas chez vous dans votre vie quotidienne dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et je dirais, mon conseil, ce serait, sachez lire les rampes dans un monde où on vous les gomme. Sachez lire les rampes. Elles sont là. Dès que vous vous exprimez, vous avez un public et une rampe vous sépare de lui. Vous êtes sous contrat par rapport aux gens qui vous écoutent. Alliés ou adversaires, amis ou ennemis, connus ou non connus. Le public est le public. Et on verra peut-être plus tard qu'il y a dans tous les publics une dimension unique qui n'a pas changé depuis le début du monde, depuis les Grecs et les Romains. Du pain et des jeux, ça existe toujours. Sous les dossiers, il y a toujours le public éternel. C'est lui qu'il faut rencontrer. Donc ça, c'est le contrat de la rampe. Sachez lire les rampes dans un monde où on ne les gomme. Deuxième loi de structure. Celle-là, elle est complexe, et c'est là que se joue, à mon avis, la parole publique devant les médias, devant ses propres collaborateurs. C'est là que se joue la parole. Le respect du masque. En ce moment, je vous dois un personnage d'enseignant d'art oratoire. En aucune façon, si vous le permettez, je ne vous dois ma personne, dont d'ailleurs je ne sais pas ce que vous feriez. Mais je vous dois une construction. Quelqu'un dans cette assemblée est en train de lire ce livre, magnifique livre de Stanislavski, 1902-1903, Moscou, ancêtre de l'acteur studio Lee Strasberg aux États-Unis. L'un de ses bouquins, La construction du personnage. Qu'est-ce que je fais en ce moment, si ce n'est la construction d'un personnage, de manière artisanale, en utilisant un truc qui est ma personne et que je mets au service d'un personnage. Je voudrais que tous les managers aient cette conscience, que tous les dirigeants aient cette conscience de leur responsabilité d'incarner, de construire des personnages. Et qui dit construction dit technique. Dit technique d'art dramatique au théâtre, technique d'art oratoire en entreprise et en politique. Et en syndicalisme. Technique d'art oratoire. Construction du personnage. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Rentrons un peu plus dans le détail. Un personnage, c'est une logique de pensée. Je m'explique. Je parlais de Don Juan tout à l'heure. Si je ne suis pas Don Juan dans la vie, je suis engagé pour jouer Don Juan, mon metteur en scène, qui est le patron de la production, va m'expliquer, vous savez que Molière est mort. Donc le metteur en scène va m'expliquer sa conception du donjuanisme. Qu'est-ce que c'est Don Juan? Et moi, je suis censé l'écouter. Qu'est-ce que c'est ce type qui va avec une femme, deuxième, troisième, millettré, comme on dit à l'opéra? Et puis qu'est-ce que c'est le commandeur à la fin? Qu'est-ce que ça représente? Si on creuse la question, c'est compliqué. Hein?
Et au bout d'un moment, après 3 minutes de discussion, ou 3 heures, ou 3 ans, j'irai au metteur en scène, j'ai compris, je le tiens. Ton Don Juan, je l'ai là. Là, je l'ai partout. Je l'ai compris, synthèse. La synthèse n'est pas réductible à des mots, parce que déjà des mots décomposent, donc c'est déjà analysé. La synthèse est de l'ordre de l'intuition, je le sens. Je sens le personnage. Et 2 mois plus tard, lorsque l'acteur sera sur scène, qu'on sera dans le public, sur scène, on oubliera, si c'est bien joué, si la mise en scène est bonne, on oubliera la personne de l'acteur. Et on verra Don Juan. J'irai même plus loin. Sur scène, vous aurez le donjuanisme. Vous aurez l'idée que Molière se faisait du donjuanisme. Vous n'avez même pas le personnage. Vous avez surtout l'idée, là, sur scène. L'idée qu'on a d'un projet, l'idée que j'ai de l'art oratoire, l'idée que vous avez du syndicalisme ou de la direction d'une entreprise ou de la vie sociale à la Martinique, cette idée-là, elle est là. Parce que vous avez la modestie d'avoir travaillé une technique. La mienne ou une autre, ce n'est pas la question. Mais vous avez considéré que la parole en public était un art de la vie en société. Et qu'à ce moment-là, il fallait construire l'incarnation de ma mission. Parce que si je ne la construisais pas, il y aurait un trou à la place et d'autres se chargeraient de définir ma mission à ma place. Et très souvent, pas dans le sens que j'aurais souhaité. Je fais une différence, je fais une parenthèse là, en parlant du personnage, entre 2 types de sociétés. Pour moi, il y a des sociétés naturelles au premier degré. Celles-là sont conçues par mère nature. Ce sont la famille. On n'a pas dessiné d'organigramme de la famille. Hein. On est père, on est mère, il y a des enfants, il y a une fratrie. C'est naturel. Et c'est des structures pourtant naturelles au premier degré. Les liens d'amitié. Tout d'un coup, on se rapproche, on est bien ensemble. Sur les structures naturelles au premier degré. Les structures naturelles au deuxième degré, ce sont celles qui sortent du cerveau humain. On conçoit un organigramme. On conçoit une association, un parti politique, une nation. Là, ça sort du cerveau des hommes. Donc, elles sont naturelles au deuxième degré. Pourquoi? Parce qu'il nous est naturel d'en créer. Donc, elles sont naturelles. Mais au deuxième degré, parce qu'elles ne poussent pas dans le sol, dans la nature, elles sortent de nos cerveaux. Une entreprise, par exemple. Et l'art oratoire vaut dans les structures naturelles au second degré, que j'appelle structure construite. En simplifiant, je dirais que les premières sont structures naturelles, les secondes sont des structures qui sont construites. Dès que vous êtes dans une structure construite, vous devez incarner le personnage au titre duquel vous êtes présent dans cette structure. Et tous les jours. Il n'y a pas de petite situation. Petit entretien, grands entretiens, petite réunion. Moi, je me souviens quand j'étais à l'ESSEC, il y avait une revue dont le titre m'épatait, et moi j'étais jeune comédien, j'allais rentrer à l'ESSEC, Hommes et structures. Hommes et structures. Ah, je me suis dit, moi j'étais comédien, c'est bien dans l'entreprise, ils sont comme nous. Ils font la différence entre l'homme et la structure. Et donc, sans doute, ils ont la structure qui est la définition de poste, le rôle écrit au théâtre, et puis en face, ils placent des hommes qui ont structuré leur comportement pour incarner le poste écrit. Et tout d'un coup, le faire sortir du sol. Et je me suis dit, hommes et structures, c'est super. Et puis quand je me suis rendu compte rapidement, j'ai dû déchanter, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de définitions de postes, mais que pour tenir ces postes structurés, il y avait des mollusques. Ah oui, l'hygiène dorsale dans les réunions. C'est nul. Scientifiquement, quelqu'un qui a les vertèbres en vrac, il n'a plus de colonne vertébrale, c'est un mollusque. Il y a plein de réunions d'entreprise où il y a des mollusques autour d'une table. Alors, je ne vais pas vous recommencer le numéro, esprit mollusqué dans esprit, etc. Mais comment est-ce qu'on peut... Oui. Vous voyez, l'hygiène dorsale, il n'y a pas de structure. Or, l'idée de la construction d'un personnage, c'est bien incarner le rôle au titre duquel on intervient, on travaille dans une structure, dès qu'on prend la parole. C'est incarner un personnage. Et ce n'est pas notre personne qui importe, c'est le personnage que l'on construit. Contrat de la rampe, respect du masque, dernière loi de structure, l'obligation scénique. L'obligation scénique. Le contrat de la rampe, c'est le respect qu'on doit. C'est formidable. Tout à l'heure, je viens de regarder quelqu'un qui dormait et qui vient de se réveiller quand je l'ai regardé. Je vous jure que c'est vrai, lui-même il le sait.
C'est incroyable, ça. Moi, vous savez, je découvre tous les jours. Tous les jours, je trouve qu'on a de la chance de traiter de ces questions d'expression, de rencontres, etc. Et tous les jours, la nature m'émerveille parce qu'elle m'apprend des trucs. Je vous jure que j'étais totalement sidéré de ce qui vient de se passer. La nature est belle. Elle nous donne plein de moyens qui font que, sans agresser les autres, on peut les aider à revenir dans le combat et dans le contrat et dans le projet. Construction du personnage, obligation scénique. Le contrat de la rampe, c'est le respect qu'on doit au public. C'est à moi de m'adapter à vous, ça n'est pas à vous de vous adapter à moi. À 100%. Le respect du masque, c'est le respect que je dois au dossier que je vais servir et au poste que je tiens. C'est l'avoir compris, synthétiquement. L'avoir senti avant d'entrer en scène. Et, vous voyez, respect du public, respect, deuxième loi, respect du dossier. Et la troisième, c'est prendre les moyens physiques de remplir ces deux contrats. Et l'acteur rentre en scène, the show must go on, comme on dit aux États-Unis. Voilà, the show must go on. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut entrer en scène. Go on, doit se poursuivre, mais il faut entrer en scène. Et là, on voit bien que, réfléchissons, repensons à nos frères les acteurs. Nos frères les acteurs, qu'est-ce qu'ils apportent à l'auteur? Ils apportent un corps, après tout, le texte est écrit déjà et tout, hein. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'auteur? Ils apportent un corps. Quand vous entrez pour parler dans une réunion, eh bien, qu'est-ce que vous apportez? Votre corps. Et là, obligation scénique, c'est le corps qui devient le patron. Parce que ce n'est plus l'auteur qui est là, c'est l'acteur. Là, en ce moment, je vous parle, je sers la pensée d'un type qui s'appelle Stéphane André. C'est un homonyme, le gars. Et d'ailleurs, je l'ai complètement oublié, je le connais à peine. Distance par rapport au dossier. Et quand j'avais ici en tant qu'acteur, l'acteur ressuscite la pensée de l'auteur. Distance par rapport au dossier. Vous voyez? Mais quand vous entrez en scène, c'est l'acteur qui est le patron, c'est plus l'auteur. Et l'acteur apportant un corps, l'essentiel d'une technique d'art oratoire est une technique physique. Vous êtes tous bien équipés versant auteur, je le sais. Notre culture nous a donné ce privilège. Le problème que nous avons dans le management, à mon avis, n'est pas le problème intellectuel numéro un. Le numéro un, c'est le problème relationnel. Et qu'est-ce qui nous met en relation les uns avec les autres? Nos corps respectifs. Et ça, c'est notre problème numéro un. Donc, c'est le travail du corps. Voilà pour ces trois lois qu'il faut avoir en tête. Je suis à peu près certain que beaucoup parmi vous, se voyant sur leur terrain d'action, imaginairement maintenant, se disent en fonction de ce que vient de dire André, je vais peut-être changer 2-3 trucs dans ma façon de faire. J'en suis convaincu. Avant même qu'on ait dit des choses sur la technique. Vous voyez, il y a d'abord, on n'est pas des robots. Moi, je vais maintenant parler de la technique, mais il faut que vous ayez en tête ce contrat dont je viens vous parler. Sinon, la technique dont je vais vous parler maintenant, elle vous semblera totalement inutile. Vous ne la comprendrez pas. Si par contre vous êtes dans cette idée que je vous ai donnée, là vous allez voir que cette technique a du sens. Alors, est-ce que sur cette première partie, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, j'ai commencé vers 6h15. Vous n'en savez rien du tout. Bon. J'ai au moins jusqu'à 8h, on a jusqu'à 8h? À peu près. Est-ce que sur cette première partie, il y a des questions? Ça va? Tout est clair? Maintenant, regardons les solutions. Vous voyez, on serait aux États-Unis, il y aurait eu déjà 15 interventions pendant que je parlais. Ici, rien. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais 25 ans. Je parlais assez mal l'anglais. D'ailleurs, ça continue. L'ESSEC, il y avait un accord de coopération entre l'ESSEC et le Nigeria. Et on m'a demandé de faire une conférence, un débat dans les amphis de l'ESSEC à Cergy-Pontoise sur la parole en public à ce groupe de Nigérians qui étaient là. Obsédé par l'anglais, j'avais préparé super mon truc et je n'avais pas réfléchi que pour la première fois de ma vie, j'allais en voir en face de moi 200 noirs d'un coup.
Pas moi, mais mon cerveau s'attendait à palper du blanc. Tout d'un coup, je braque mon regard, il palpe du noir. Que ça. Ça m'a fait un choc incroyable, mais bizarre pour bizarre. Je parlais anglais, ça a dû être cohérent. Je me suis rattrapé. Et j'ai demandé, au bout de, comme je viens de le faire maintenant, et si je le demandais maintenant, je sais le résultat d'avance, j'ai demandé, à la fin d'un exposé d'à peu près 3/4 d'heure, une demi-heure, si l'un d'entre eux voulait bien avoir la gentillesse de venir faire un exposé. En général, je supplie. Descendre à la tribune pour faire un exposé devant tout le monde. Au moment où j'ai fini ma phrase, j'étais très bien élevé, l'amphi entier s'est levé et dévalait à qui arriverait le premier en bas pour faire son exposé. Cette marée noire qui dévalait sur moi, j'étais noyé, quoi. J'étais la mouette avec le gasoil, c'était fini. 2 chocs comme ça dans une matinée, ça vous montre qu'on peut se planter pour pas grand-chose. Hein. Et pas parce qu'on ne connaît pas le sujet. Parce qu'on ne sait pas maîtriser une relation humaine. Oui, ça on peut se planter. En tout cas, ce jour-là, c'est là que je voulais en venir, j'ai découvert que les Nigérians n'avaient pas le trac de parler en public. Et ce jour-là, il m'est venu peut-être l'idée que le trac était une donnée culturelle et non pas naturelle. Que c'était une peur acquise dans certaines cultures et pas dans d'autres. Après, j'ai étudié un peu les États-Unis et je me suis rendu compte que les enfants ne sont pas élevés de la même façon à la parole en public aux États-Unis et en France. Et j'ai commencé à comprendre. Mais ça a commencé le jour où j'ai rencontré ces Nigérians très aimables. Là, tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. Donc on peut se sortir de sa peur. Je vous dirai comment. Voyons maintenant la technique. Il y a 3 clés. Ça vous intéresse de l'entendre? Je n'ai pas entendu. Oui. 3 clés. Et elles sont très simples. Elles sont plus difficiles à mettre en place qu'il n'y paraît. Vous vous en doutez. Mais elles sont très simples. Il y a une première clé qui est la plus lisible, la plus visible, qui caractérise tous les grands orateurs, quelle que soit leur culture. Est-ce que certains d'entre vous, comme ça, au débeauté, si je demande, quel est l'élément qui caractérise pour vous un bon orateur? La voix, c'est vrai, c'est même ce qui consacre l'orateur. Vous avez raison, madame. La voix, mais la voix, elle arrive une fois que pas mal de choses se sont construites. Donc on va retenir la voix comme étant une des clés. Le regard dont j'ai parlé, donc c'était facile pour vous de trouver. Non, le regard, la respiration, elle viendra toute seule. La posture. Le regard, vous avez raison, et la posture. Là, ce qui est le plus visible, c'est la posture. Nous sommes les seuls animaux, quel est l'indice majeur d'une belle posture d'orateur? La verticalité. La verticalité. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous sommes les seuls animaux naturellement verticaux dans le règne animal. Mère Nature nous a donné ce privilège, et vous le savez pour ceux qui ont étudié les scientifiques de la théorie de l'évolution, que c'est parce que l'être humain, au fil des milliers et milliers d'années, s'est redressé, que se sont développées les facultés évolutivement modernes du cerveau d'aujourd'hui. Notre cerveau d'aujourd'hui, il est dû à la verticalité. Par conséquent, ce qui nous distingue des animaux, ce n'est pas la cérébralité, c'est la verticalité, qui a donné lieu à la cérébralité d'aujourd'hui. Première raison, une raison écologique. L'hygiène dorsale de Michel Rocard, catastrophique, n'est-ce pas? Toujours à vachy sur son truc, comme ça, eh bien, il n'a pas réussi à être président de la République. Alors que versant hauteur, il avait la capacité, et vous le savez tous ici. Vous voyez qu'on ne peut pas tromper un public. Mais pour être président, il faut être un phare, et un phare, c'est vertical. Moi, je considère que quelqu'un qui se tient comme ça, quand il fait sa campagne électorale, eh bien, qui perde, j'appelle ça une justice écologique. On n'insulte pas la nature à ce point sans le payer à un moment ou à un autre. Le privilège de la verticalité se respecte. Moi, je suis très rousseauiste, je suis très écologiste et je regrette qu'on ne parle pas plus de ça dans le monde écologique. Moi, je ne suis même pas un professeur d'art oratoire, je suis un professeur d'écologie sociale.
Je trouve que cette chaire devrait exister dans toutes les universités. Une chaire d'écologie sociale où on apprendrait, pour vivre en société, à respecter cette part de nature qui nous échoit en responsabilité, qui est notre propre corps. Quand on se tient mal, on ne respecte pas la nature. Et quand on se tient bien, il y a une récompense au bout. La nature est belle, elle ne fait jamais de faute de goût. Quand vous tenez bien, vous êtes beau. Ah oui. Ah, silence là. Oui. Il y a un truc que vous allez sortir, vous aurez de la classe, il y a un truc, il y aura un charme, il y aura quelque chose. Ah ouais. Non, c'est pas Belmondo, mais il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui veut nous dire, Bébel. C'est qu'il y a quelque chose là. Attendez, l'équitation, verticalité, la danse classique, verticalité, chant d'opéra, verticalité. L'élégance est dans la verticalité. Elle n'est pas dans le fait de faire des jolis gestes. C'est rien les gestes, c'est rien. Pensez plus aux gestes. Les gestes, ça émane de votre style, et votre style, ça émane de votre personne. Et votre personne, laissez-la comme elle est, naturelle, elle est très bien. En revanche, la verticalité, nous sommes tous des verticaux. Quand je demande à l'un de mes élèves de se tenir droit, et il y a une technique pour ça, ce n'est pas un viol de style, ce n'est pas un viol de personnalité. Parce que nous sommes tous des verticaux, par conséquent, je lui rends son humanité. Quand je redresse un de mes élèves, je lui rends son humanité. Parce que ce qui nous distingue des autres animaux, c'est la verticalité. Deuxième raison qui fait qu'il faut avoir un dos placé correctement, la deuxième raison, c'est la tendance vocale. Même assis, on est dans la verticalité. Écoutez ma voix quand je me tiens comme ça. Écoutez ma voix quand je me tiens comme ça. La voix que j'ai maintenant, c'est plus rien, c'est juste un... Voilà, pour ça qu'il me faut des micros. Hein, voilà. Ma voix, c'est juste rien du tout, c'est juste un bruit, n'est-ce pas? Mais vous entendez que dès que je me redresse un petit peu, ma voix est différente. La voix que j'ai maintenant est musicale. Celle que j'avais juste avant ne l'était pas. D'accord? Vous avez entendu la différence? Bon. Dans cette deuxième voix, j'ai dans chaque son des harmoniques, des milliers d'harmoniques. L'harmonique, c'est la subdivision d'une longueur d'onde. Vous frottez avec un archet une corde de violon, la note est donnée, si c'est une corde à vide, par la longueur de la corde, la longueur d'onde. Mais en même temps que vous frottez votre archet, vous avez en même temps, qui se développe anarchiquement, la demi-longueur d'onde, un nœud, 2 ventres, 3 nœuds, 4 ventres, le quart de longueur d'onde, 7 nœuds, 8 ventres, le 8e, etc., 16e, 32e, jusqu'au millionième. Et vous savez que les grands violons, Stradivarius, Amati, Guarnerius, font entendre le millionième, la petite harmonique la plus aiguë. Et le propre des harmoniques, c'est qu'elles ne modifient pas la note, mais elles enrichissent le son. Alors c'est un peu pédago ce que je vais dire, mais les harmoniques d'une voix, quand elle est bien placée, de votre voix, quand vous la placez bien, traduisent à chaque seconde les nuances de votre pensée. Chacune prendrait une des nuances de votre pensée. La pensée humaine est complexe. Même sur un sujet qu'on dit simple, elle est complexe. Elle réclame pour être transmise dans sa complexité à la complexité du cerveau qui est en face, qui la comprendra au sens d'abord d'inclure, avant de comprendre au sens intellectuel. Comprendre, inclure. Elle réclame cette complexité de la pensée humaine, un vecteur à sa hauteur de complexité. Ce vecteur, c'est la voix humaine, beaucoup plus que le geste. Et plus vous êtes musicaux dans vos façons de placer vos voix, plus le public sentira ce qui est l'essentiel pour lui, la sensation que vous avez de ce que vous êtes en train de leur dire. Le message d'un orateur ne réside pas dans ses mots. Il réside dans la manière dont il les vocalise, qui laisse entendre au public la manière dont vous ressentez. Vous êtes patron, vous demandez quelque chose à votre personnel, à entendre votre voix, c'est couru, ils ne le feront pas. Ou à entendre votre voix, c'est couru, ils le feront. Parce qu'ils ont senti, grâce à votre voix, la manière dont vous entendiez ce que vous étiez en train de dire. Sans explication de texte supplémentaire, à la vitesse du son et de cerveau à cerveau. Un cerveau humain, ça a entre 10 et 100 milliards de neurones. 1 million de milliards de synapses. Des centaines de milliers de kilomètres d'axones. Que tu mets le doigt là-dedans, tu aurais le travail. Alors moi j'évite. Je le laisse fonctionner. Voilà, la tête de madame qui me regarde comme ça, etc. Voilà, tous ces gens qui sont là, et bien tout ça, ça rentre, et puis mon cerveau calcule. Hein. Et puis moi, je me bande à vocaliser ce qui vient de me calculer. Mais je réfléchis surtout pas. Hein. Je travaille sur l'intuition. Donc la voix, pour des raisons, je me mets en verticalité, je sors mieux mon son,
c'est pas difficile à voir. Enfin, je schématise. Il y a un piston qui est en bas, qui te balance la colonne d'air. La colonne d'air, elle passe dans les cordes vocales. Les harmoniques sont là-dessus. Les harmoniques aiguës résonnent dans la caisse des aigus, et les graves dans la caisse des graves, la cage thoracique, et ça fait la rue Michel. Voilà. C'est pas la peine d'apprendre à respirer. Il n'y a qu'à créer les conditions d'une belle respiration, et puis ça va tout seul. Ah, moi, quand j'entends des gens qui disent « respire quand tu parles », attendez, si le mec il pense, déjà il pense à son texte, il faut qu'il pense à ça et ça, en même temps, il va se planter le mec. Puisque j'en suis aux conseils absurdes, souris un peu. Une question au public. Le sourire, est-ce une question de style ou de technique? Non, de style. Il y a des très bons orateurs qui ne sourient jamais, qui sont parfaitement chaleureux, qu'on écoute avec attention, qui sont éminemment sympathiques et qui ne sourient pas. Parce que ce n'est pas leur personnalité. Et pourtant, ils sont là, à votre service, au service de l'idée, et on est passionné par eux. Ils ne sourient pas. L'humour, pareil. Ne définissez pas les formes finies de vos futurs comportements d'orateurs. Soyez créatifs. Et vous découvrirez vous-même en parlant en public dans les bons appuis. Et vous verrez ce qui sortira. Comme le public sera surpris, vous serez aussi surpris. Acceptez la complexité. Lisez Edgar Morin, Retour à la complexité. Admettez la complexité des choses. D'abord de vous-même et de l'autre. Et connectez ces complexités. Et vocalisez leurs accords quand vous avez un discours que vous portez. Donc, le sourire, ce n'est pas la question. Le mouvement n'est pas la question. Ouais, tout ce qui est mouvement, le sourire, le mouvement, etc., c'est vous. En revanche, le dos, c'est un système d'appui qui prépare une architecture de colonne d'air et qui prépare le placement de la voix, donc la transmission des nuances, donc la transmission de l'intelligence que vous avez du texte que vous livrez. La transmission de l'intelligence en oral, c'est le placement de la voix. Et troisième raison qui fait qu'il faut se tenir droit, l'efficacité. Ça, je sais que ça intéresse les gens qui sont dans cette salle. Je vais vous citer les gens du monde de la politique, la partie émergée de l'iceberg. Nous, on vit dans l'entreprise, trop secrète à mon gré, qui devrait beaucoup plus prendre la parole dans la vie publique. Mais vous avez des gens qui prennent presque trop la parole, eux. Dans la vie publique, ce sont les politiques. Vous allez trouver quelque chose un peu entre les deux, vous voyez. Et dans le monde de la politique, je vais vous citer deux groupes d'hommes politiques. J'espère que vous allez les visualiser, vous en avez le souvenir. Premier groupe d'hommes politiques, De Gaulle, Mitterrand, Giscard, M. Blair, Tony Blair, Obama, Lula, au Brésil. Premier groupe d'hommes politiques. D'accord? Second groupe. Fabius, Seguin, Rocard et le meilleur, M. Borloo. Où sont les verticaux? Où sont les couchés? Où sont les gagnants? Où sont les perdants? Ça fait 45 ans que je passe mon temps à voir en politique des verticaux qui gagnent et des couchés qui perdent. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ton texte? Tes verticales, tu gagnes, tes couchés, tu perds, et puis c'est tout. Il y a un manager qui m'a dit un jour, mais alors, M. André, c'est un peu facile, hein, je me tiens droit et je suis gagnant. Oui, comme un passe-lacet ou comme un manche à balai. Non. Il y a une qualité de la verticalité. Les gens qui font du yoga le savent. La verticalité se règle, se travaille. Presque plus qu'une posture, c'est un état qui, dans le yoga, s'appelle la sérénité. C'est donc pas seulement se tenir droit. Et d'ailleurs, les gens qui sont les plus grands parmi vous, qui font plus d'1,80 m pour les hommes, je ne connais pas la taille moyenne des femmes, excusez-moi, mais les gens qui sont plus grands que la taille moyenne dans leur propre sexe, on leur a certainement empoisonné toute l'enfance en disant « tiens-toi droit ». Ben, vu ce que ça donne aujourd'hui, c'est pas efficace. Moi, je passe mon temps à voir des élèves qui font plus d'1,80 m quand c'est des hommes, et ben ils ont une tendance, j'en sais aussi des femmes, hein, mais ils ont une tendance, quand ils sont plus grands que la moyenne, ils ont une tendance à voûter. Alors, quand les parents ont peur de ça, parce qu'ils aiment leurs enfants, ils disent « tiens-toi droit ». Et l'enfant, avec son truc baggy, là, l'enfant, mais ils sont sympas, les mecs, ils sont sympas, les mômes. Simplement, on lui dit « tiens-toi droit », qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « là, je me tiens droit ». Il dit « j'ai l'air d'un con ».
Il a raison. Commencez à apprendre à vos enfants, surtout après l'âge de 7 ans, ils ont déjà perdu le regard, à regarder à nouveau. Et ça va les redresser. Je vais arriver au regard tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, voyez, les verticaux, les couchés. Et ceux qui sont des gagnants, ce sont des verticaux. C'est une des composantes essentielles du leadership, la verticalité. Quel que soit le dossier que vous servez, la verticalité. C'est l'efficacité. Ensuite, vous avez le regard. Alors le regard, en réalité, c'est la première clé, et j'ai commencé ma conférence par le regard. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelque chose qui est dans les structures sociales naturelles, pas techniques. Le contraire de naturel, ce n'est pas artificiel. Hein. Le contraire de naturel, ce n'est pas artificiel, c'est technique ou construit. Les gens me disent, moi, si j'ai une technique, je vais être artificiel. Non, tu vas construire quelque chose. Le contraire de naturel, c'est construit. Imaginez quelqu'un qui est dans un pays étranger, en Hongrie, je donne toujours cet exemple parce que je sais que le hongrois, c'est une langue très difficile. Il est chargé de fonder une filiale de son entreprise en Hongrie. Il a le cafard, le mal du pays. Il n'arrive pas à parler le hongrois, il paraît que c'est très dur. Et puis il n'arrive pas à trouver les contacts pour trouver son siège, où est-ce qu'il va le construire, etc. Bon, il a le cafard, quoi. Et à la fin de la journée, il est là, à une terrasse de café, complètement avachi. Et puis il voit les gens qui passent sur le boulevard, et puis en fait, il ne les voit pas. Dans son regard, il n'y a pas de flux entrant. Il n'y a rien du tout. Et puis tout d'un coup, il voit un type de son pays. Oh! A-t-il décidé de se redresser à cette vitesse-là? Non. Par contre, son œil, qui était un regard sans flux, un regard baladure. Sans flux. Baladure, il a l'œil, mais en fait, il ne regarde personne. En fait, on voit très bien un œil baladure, il regarde à l'intérieur. Voilà, il est centré sur ce qu'il va dire lui, n'est-ce pas? Mais il ne voit personne dans le monde autour de lui. Hein. Et pourtant, verticalité étonnante. Et que la verticalité seule, ce n'est pas forcément suffisant. Hein. En tout cas, tout d'un coup, alors que son œil n'avait pas de flux, vous savez, un œil, c'est un organe de perception. Il y a des gens qui disent, l'œil, il produit. Par exemple, il tire des balles de pistolet. Ou par exemple, il y a une flamme qui vient de son regard. Non, il n'y a pas de flamme qui sort du regard pour aller dans la salle. C'est un organe de perception. Écologiquement, votre raisonnement est absurde. Il y a 5 sens, dont la vue. Et le regard, c'est un radar qui prend de l'information, pas qui en donne. La seule qui puisse donner, c'est, chère madame, que, en ce moment, je décide de m'intéresser à vous. Et à vous, monsieur, maintenant, Emmanuel. Et le seul message que vous puissiez lire dans mes yeux, madame, à la robe noire et blanche, qui se gratte l'oreille maintenant, c'est que je décide de m'intéresser à vous. Intérêt décidé. Et c'est le seul message que puisse donner un regard. Et la lumière du regard, ce n'est pas une flamme qui sort. Vous savez, quand on dit que quelqu'un tire des balles de pistolet, évidemment, si vous regardez quelqu'un comme ça, on dira dans ses yeux, il y a ça. Mais si vous isolez ma prunelle à ce moment-là, ça ne tire pas des balles de pistolet. On confond la périphérie faciale, la mimique. Mais mon regard à moi ne tire pas de balles de pistolet. Métonymie, la partie pour le tout. En fait, c'est la mimique qui est agressive, mais ce n'est pas l'œil qui tire des balles de pistolet. Ce n'est pas possible, puisque c'est l'organe qui prend et pas qui donne. La seule flamme que vous puissiez lire dans un regard, j'espère que vous la lisez dans le mien. On n'est pas parfait, mais j'essaye. C'est une flamme qui est à l'intérieur, dans un âtre. Un feu qui brûle dans un âtre, la porte de la maison est ouverte, mes paupières sont ouvertes. Et vous voyez, madame, à l'intérieur, une lumière qui vous donne envie d'entrer dans ma pensée, d'entrer dans ma maison. C'est ça un orateur. Il accueille en lui, dans sa pensée, par son regard. C'est un flux entrant. Ce n'est pas un flux sortant. C'est un regard qui accueille. C'est un regard, attention, intérêt décidé pour autrui. Que vous ayez devant vous un adversaire très dur sur le dossier, ou un ami, même regard. Déjà, vous serez indécodable. Même si on sait avec qui vous êtes allié, avec qui vous ne l'êtes pas, en tout cas, dans l'instant, vous ne le montrez pas. Ce regard prend aussi bien sur la personne connue que non connue, parce qu'ils sont tous publics et je dois les traiter tous. Et cette décision de s'intéresser, je vais vous donner par exemple
une schématique simple. Si par exemple, madame, voilà, avec le chemisier rose, si vous êtes adversaire sur le dossier, on discute, vous êtes adversaire sur mon dossier. Vous le savez et je le sais. Un instant plus tard, je regarde, madame, les lunettes là, comme ça, vous êtes mon allié. Et moi, je suis le manager. Et je vous regarde, et au milieu de ma phrase, avec ce regard-là, au milieu de ma phrase, j'arrive sur madame, et je vous regarde de la même façon. Ce qui fait que madame, qui se trouve là, me voit maintenant regarder une de mes alliées, avec le même regard qu'un instant avant, j'ai eu sur vous. Madame se dit, est-ce que je n'ai pas fait un truc qui fait que tout d'un coup, je suis devenu l'allié du patron? Parce qu'il me regarde comme il regarde ses alliés. Quant à madame, quand je la regarde, elle me voit la regarder comme un instant avant, elle m'a vu regarder mon adversaire. Et elle se dit, est-ce que je n'ai pas fait une connerie quelque part? Que tout d'un coup, le patron, il me regarde comme il regarde son adversaire. Est-ce que je n'ai pas fait une bêtise quelque part? Et vous déséquilibrez les deux. Alors, votre projet d'enseignant, de manager, c'est de bouger des cultures, c'est de mettre une pensée en mouvement. Et d'abord, déséquilibrer, c'est mettre en mouvement. Et le regard sert à ça. Et moi, j'accueille dans ma tête l'allié comme l'adversaire. Et c'est une technique. C'est une décision de s'intéresser. Chez Spinoza, vous trouvez l'idée qu'on peut décider de ses émotions et ressentir des émotions authentiques, aussi authentiques que celles qu'on pourrait ressentir dans la vie privée, structure sociale, naturelle. On peut décider de ses émotions, les comédiens le prouvent tous les soirs. Quand un comédien monte en scène, son personnage doit être amoureux de l'autre personnage, il ressent authentiquement l'émotion de l'amour. S'il ne la ressentait pas, le public ne marcherait pas. Vous savez qu'on peut faire une œuvre d'art sur commande, hein? Pas parce qu'elle est sur commande qu'il n'y aura pas d'émotion dedans. Et le peintre, l'acteur, le chanteur, sur commande. Et il donne tout. Il décide l'émotion. Donc on peut décider, et moi je vous recommande de regarder avec un intérêt décidé pour autrui. Quels que soient les gens en face de vous. Parce qu'à ce moment-là, vous atteignez les gens à un niveau très archaïque, humain. Et c'est vrai que ce sont nos frères, tous. Commençons, prenons cette initiative, où que nous soyons. Donc ce regard, il est aussi condamné au singulier. On ne peut pas regarder deux personnes à la fois. D'où le sondage aléatoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Le regard, il est porté et il est global. Vertical, regard porté global. Il est porté sur le public, et par aléatoire, puisqu'il est condamné au singulier, il va par sondage aléatoire. Attention, je connais trop de managers qui, parce qu'ils parlent finance, regardent le financier. Ensuite, ils parlent RH, ils regardent le RH. Brouiller les pistes. Il faut que ce soit par hasard que vous tombez sur le financier si vous parlez finance, mais par hasard. Parce que ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur, en tant que manager, en tant que dirigeant, c'est l'état de l'équipe, l'état de l'armée. César tombe aléatoirement sur le général et sur l'homme de troupe. Parce que ce qui intéresse César, c'est l'armée. Ce qui intéresse l'enseignant, c'est la classe. Donc le regard doit être absolument aléatoire. De manière à ce que le cerveau puisse faire une synthèse. Les gens qui peut-être ne seraient pas au courant, un sondage qualité dans une usine, quand on sort 10 000 pièces dans la journée, si on a calculé que le nombre de défauts étant X, il fallait en prélever 20 dans l'échantillon pour être sûr d'avoir dans les 20 la valeur moyenne des 10 000 produites dans la journée. C'est clair? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a calculé l'échantillonnage, il faut que le prélèvement soit aléatoire. Et c'est parce que le prélèvement est aléatoire qu'on peut être sûr que la synthèse qui est faite dans le cerveau est toujours pertinente. Donc la décision que prend le cerveau de me faire dire ce mot-là, dans ce ton-là, à ce moment-là, est pertinente. Attention, mesdames et messieurs, quand on parle en public, on gère 3 lignes qui doivent être pertinentes. On gère une ligne verbale, le choix des mots. Et il faut les créer en situation pour qu'ils soient co-auteurs, les gens. On gère une ligne tonale, il faut que le ton soit pertinent. Et on gère aussi une ligne rythmique. 3 lignes, verbale, tonale, rythmique. Les 3 pertinentes. Essayez de réfléchir aux 3 en même temps, vous n'y arrivez pas. Donc, vous êtes condamné, je suis condamné à passer par l'intuitif. Et à abandonner le déductif, qui est utile dans la préparation, mais pas dans la conduite du contact. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, animaliser le travail cérébral. Donc, aléatoire, il est porté, il est global. Il y a 2 caractéristiques du regard qui vous céderont,
La première caractéristique, c'est l'aimantation. Vous voyez, je regarde madame, qui a le visage sur le coude, comme ça, mais ce n'est pas un reproche, hein. Vous avez tous les droits, madame. Puis vous m'écoutez, je le vois, mais je suis un peu long, sans doute. Et quand je quitte madame, je tombe sur monsieur. Et puis là, sur madame. Est-ce que j'ai visé? Madame qui me... J'ai pas visé, je tombe par hasard sur les gens. Vous voyez? Et elle s'est réveillée, ça y est, s'est réveillée. Mais c'est marrant parce que c'est rare que tu quittes un regard, tu tombes sur un mur. En général, tu tombes sur un autre regard. Donc il n'y a pas à viser, c'est déjà très bien. L'œil attire l'œil. Et deuxièmement, l'aléatoire. Je commence une phrase en regardant monsieur, là avec la chemise grise et les lunettes, là en face de moi. Voilà, il m'a fait signe. Je commence une phrase en vous regardant monsieur. Je ne peux pas savoir sur qui je vais la clore. Là, j'ai terminé en regardant monsieur, mon élève que j'ai imaginé tout à l'heure en train de réciter sa leçon. Eh bien, si monsieur me disait « Pourquoi, Stéphane André, vous venez de finir cette phrase-là en me regardant moi ?» Votre prénom, c'est Michel. Je répondrais à Michel « Mon cher ami, j'en sais rien. Mon cerveau le sait sûrement, mais moi, je ne sais pas. Je suis infoutu de vous dire, cher monsieur à la chemise blanche, là, au-dessus de la dame qui est arrivée en retard, décidément, elle le saura, mais je ne suis pas capable de vous dire pourquoi je vous regarde vous, pourquoi je tombe sur vous à un moment ou à un autre. Donc c'est aléatoire, même pour moi. N'ayez pas de stratégie de regard. Je vois des consultants aussi qui disent « il faut regarder le décideur ». Fais attention, d'abord, tu ne sais pas si c'est lui qui décide. Et puis au bout d'un moment, il va te dire « lâche-moi la grappe, c'est pas l'heure des vendanges ». Et si en plus c'est le patron, tu dois légitimer sa mise en scène. Il a souhaité que toute son équipe soit là. Donc tu dois regarder son équipe. Aléatoirement. Tantôt tu tombes sur le patron, tantôt tu tombes sur les autres. Le regard. Mais surtout, le regard, il est porté, il est global, il est avant le dos. Avant le dos. Je voudrais maintenant demander, je voudrais faire juste une expérience. Je vais demander à monsieur à la chemise blanche, si vous voulez bien descendre avec la chemise rayée. Blanc, oui, monsieur, pas votre voisin, vous. Oui, descendre me voir. Là. Oui. Je vais juste montrer que c'est moi qui vais bosser. Hein. Vous allez vous asseoir là. Et on va se mettre dans une situation, on va se mettre tous les deux, on oublie l'amphi, on se met dans une situation dans laquelle on a rendez-vous tous les deux, on est dans le même club de dirigeants par exemple, on a rendez-vous tous les deux, je vous invite à déjeuner dans mon quartier. Donc vous êtes arrivé dans mon entreprise, dans le hall d'entrée, on m'a prévenu au desk que vous étiez arrivé, donc je descends des étages et je viens vous accueillir. Et vous, ne vous tenez pas droit. Déjà, il se tient droit. Non, détendez-vous, lâchez tout. Voilà, lâchez tout. Et vous vous dites, au contraire, détendez tout, dans cette journée infernale que je passe, j'arrête de bosser, j'attends Stéphane, j'en profite pour me détendre. Donc, détendez tout, avachissez-vous dans la chaise, voilà. Non, complètement dans le dossier, hein. Là, vous êtes sur le dossier de la chaise, très bien. Bon. Complètement lax, quoi. Bon. Pas facile de se décontracter. Détendez-vous bien, et vraiment, vous attendez Stéphane et vous en profitez pour vous détendre. Simplement, vous avez le regard sur moi, parce que vous m'attendez, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et je viens vous accueillir. Et je vais vous accueillir de deux façons différentes. Vous allez voir comment je fais, et puis après on en parlera. Hein. Mais c'est moi qui bosse, vous êtes le public si vous voulez. Comme les gens qui sont là, et il y a quelque chose qui se passe, qui vient vers vous. D'accord? Bon, bien détendu, d'accord? Ok. Mettez-vous dans la situation, vous êtes mon copain. Relation professionnelle quand même. Hein. Club de dirigeants, on est amis, mais relation professionnelle. D'accord? Bon. Première façon de vous accueillir. Première façon. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Salut Stéphane. Ça va bien? Deuxième façon, asseyez-vous. Comment ça va? Ça va Stéphane? Ça va bien? Ça va et toi? Laquelle tu préfères? La deuxième. Pourquoi tu préfères la deuxième? Plus naturelle. Plus naturelle la deuxième. Intéressant, hein? Et c'est sa sensation. Plus naturelle. Et puis? Spontanée. Plus spontanée. La première, non. Hein? Si, elle est spontanée aussi, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Public, vous préférez laquelle des deux? La deuxième. Réasseyez-vous, je décode. La première n'est pas mauvaise. Moi, je ne suis pas là pour dire à mes élèves et aux patrons que j'ai, ou aux managers, ou aux cadres, comme élèves, qui sont mauvais. La première, ce n'est pas mauvais, c'est juste Stéphane André. Vulgum pecus.
voyez, il y en a 200 sur le boulevard, partout. En sont pas dans la rue quand je passe. Moi, je suis un type ordinaire. Vulgum pecus au sens des latins. Quand j'arrive vers toi, c'est comme si, en fait, je te regarde plus. C'est comme si notre camaraderie était déjà acquise. Donc je ne m'intéresse pas à toi, c'est de l'acquis. Donc quand j'arrive sur toi, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Voilà, c'est un copain, quoi. On est entre potes, structure sociale, naturelle. Le deuxième, je technicise mon regard. Décision de s'intéresser. Décision de s'intéresser. Rassieds-toi. Décision de s'intéresser. Donc, je crée le flux entrant. Je crée le flux entrant. C'est une technique. Décision de s'intéresser et je sens le flux qui rentre d'énergie dans mes yeux. Et je crée le flux entrant. Regardez bien ce qui se passe au niveau du dos. Je décide et voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Comment tu vas? Et là, c'est le prof. C'est le prof. T'es d'accord? C'est la fonction. Le premier, c'est la personne. Le deuxième, c'est le personnage. Le passage de la personne au personnage, c'est le placement du dos. Pour le reste, ne changez rien à ce que vous êtes. Vous êtes tous des gens parfaits, ne changez pas ce que vous êtes. Arrêtez de vous mettre en cause, je sais pas, de toute façon, tu rentres en scène, il faut y aller. Hein. Le placement du dos, j'ai mis 30 ans à trouver ça. L'armature. Et tout d'un coup, le personnage apparaît. Il pleut. Hein. Il pleut fort chez vous. Hein. Tu veux essayer? Vas-y, fais. Tu fais le premier, et puis tu essaies de faire le deuxième. Et tu fais le premier pour bien sentir la différence entre les deux. Hein? Le premier, tu rentres, vraiment, c'est un pote, quoi. Comme tu le ferais dans les vies courantes. Le deuxième, tu vas un peu techniciser. Mais fais le premier normalement. Vas-y. Ah, ok. Salut Stéphane, bien ça va? Tu t'appelles comment? Greg. Hein? Greg. Grégory. Greg, ok. Ok, deuxième, tu vas décider de vraiment t'intéresser à moi comme une technique, tu vois. Donc ton regard sur moi et tu rentres, décision de s'intéresser. Et tu structures ton dos en marchant. Oui, structure ton dos. Structure. Salut Stéphane. Comment allez-vous? Il n'est pas bien là? Vous avez senti la fonction? Merci beaucoup. Le passage de la personne au personnage, c'est le placement du dos. Vous savez, pour trouver des choses aussi simples, il faut des années et des années. Je vous dis ça avec beaucoup de simplicité. Parce que j'aime mon métier et je trouve que la nature est magnifique, qu'elle nous a fait des cadeaux avec notre propre corps, des cadeaux qui sont magnifiques. Ce lien entre l'œil et le dos qui se place, c'est un cadeau de la nature, ça. Et ça part de l'attention portée aux autres. Moi, chaque fois que je parle de ça, je suis ému. La nature me touche beaucoup. C'est pour ça que je parle souvent de mère nature. Alors, un psychanalyste pourra peut-être interpréter ma relation à la mer, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de fondamental qu'on peut retrouver dans n'importe quelle culture, même développée. Et qu'il faut la ramener, cette chose-là. En même temps, quand on se tient comme ça, on est dans l'Émile de Rousseau. Le regard, le dos est là, c'est Émile de Rousseau. L'adulte nouveau-né. Essayons de faire ressusciter l'adulte nouveau-né dans l'adulte chevronné que nous sommes. C'est ça, l'alliance nature-culture. L'adulte chevronné, c'est la culture. L'adulte nouveau-né, c'est la nature. On peut très bien réinviter Émile à l'intérieur du corps d'un homme de 50 ans ou de 67 ans, ce qui est mon âge. On peut réinviter Émile. Et chacun d'entre nous, nous avons à le faire. Voilà pour le regard. Le regard qui amène le dos. Je vous ai montré le sketch du monsieur déprimé. On a travaillé ensemble, Greg, merci beaucoup, sur ce redressement du dos. J'ajoute un truc, c'est que vous avez vu que dans le premier, j'avance vite. Vous avez vu? Dans le deuxième, comme je me nourris au regard, ça me freine. C'est-à-dire que je cadence, je calibre mon pas sur la présence de l'autre. Et en le regardant, tout d'un coup, mon dos se structure, mais mon pas ralentit. Parce qu'il y a une existence en face. Donc je ne peux pas avancer n'importe comment. Ça me freine. J'irai même plus loin. En ce moment, et j'approche de la fin de cette conférence, mais quand je vous regarde, je cale ma vie parlante sur votre vie écoutante. Je supprime les participes présents. Je cale ma vie sur la vôtre. Calez toujours votre vie sur la vie des autres. Et vous allez grandir, et ensuite les faire grandir. Voilà pour le regard. Et ensuite, le regard qui alimente le cerveau, qui calcule, et ensuite la voix. Première clé, le regard. Deuxième clé, le dos. Troisième clé, la voix.
La voix, j'en ai parlé, les harmoniques. Je citerai simplement Cicéron, parce que le temps passe très vite. Cicéron, dans De Oratore, 55 avant Jésus-Christ, l'orateur doit désirer une belle voix. Ce qui est formidable chez Cicéron, c'est qu'il n'a pas écrit « doit avoir », il a écrit « doit désirer ». C'est un projet musical. Et vous êtes tous adultes sur le plan de la voix, parce que vous êtes tous capables, quand vous êtes dans une réunion, que vous ne parlez pas, d'entendre quelqu'un qui parle là et dire « cette voix est superbe », et tel autre qui parle, cette voix est épouvantable. Vous êtes capable de ça. Soyez-le pour votre propre voix. Écoutez votre voix, jugez-la, critiquez-la et travaillez-la. Essayez de l'améliorer. Parce que c'est la voix qui consacre l'orateur, madame. C'est la voix, vous aviez raison, c'est elle qui consacre l'orateur. Et c'est quand la voix sort que deux choses arrivent à la surface du comportement, éclot le style de la personne et apparaît le personnage, l'incarnation de la fonction. Et souvenez-vous toujours d'une chose, le personnage est toujours plus grand que la personne. Cicéron l'a dit, Cicéron n'était pas un comédien, c'était un avocat. Dans le même De Oratore, mettre le corps et la voix à la hauteur de la dignité de la cause. Les anciens savaient déjà que quand on parlait pour servir une cause, la cause qu'ils servaient leur était supérieure. Donc, la cause incarnée dans leur corps leur est supérieure. Le personnage est donc supérieur à la personne. J'ose espérer, mesdames et messieurs, que ce que je vous ai donné ce soir est plus grand que ma personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai laissé un quart d'heure. Oui, madame. Comment récupérer un public? Voilà. Alors, premièrement, merci madame, prenez la charge des 100%. Si le public décroche, premièrement, 100% des charges, c'est nous qui sommes en cause. Voyez? Donc déjà, pas de reproche dans votre tête. Bon. Deuxièmement, vous avez suggéré quelque chose qui est souvent suggéré. Et qui vient d'où? Madame a suggéré, on baisse un peu le son de la voix. J'exagère, hein, presque jusqu'à le rendre presque pas audible. On a vu ça pratiquer où? À l'école. Quand on chahutait trop, quand on n'écoutait pas le prof, il baissait la voix, il parlait comme ça. Avec la gueule que je fais maintenant. D'un air de dire, attention, ça va tomber. Ça veut dire que pour nous, c'est un souvenir policier. Donc, laissez tomber. Si vous avez un public qui vous a lâché, d'abord, il a peut-être des soucis, vous l'avez évoqué vous-même, madame, d'ailleurs. Il a 50 affaires sur le dos, par exemple. Et il a tous les droits. Le public est toujours paresseux. Pas personnellement, structurellement. Il va toujours au plus facile. De l'autre côté de la rampe, un public, c'est comme l'eau, ça prend la zone de porte la plus forte. Ça va là où c'est le plus facile. S'il est plus facile à ces gens-là de regarder leur dossier futur que de vous écouter, il faut donc qu'il leur devienne plus facile de vous écouter que de regarder leur dossier. Nous sommes d'accord sur le projet? Donc il y a 3 clés, le regard, le dos, la voix. C'est tout. Je veux dire, il y a quelque chose, c'est soit votre œil, il faut récupérer le regard sur la salle, et surtout aléatoire, récupérez-le. Soit votre voix n'est pas bien placée. Elle est pas, donc il faut l'améliorer. Voyez? Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les 3 clés. Donc, et souriez-en à l'intérieur, amusez-vous. Voyez? Et tout d'un coup, vous regardez un peu mieux, vous redressez un peu, vocalisez un peu mieux. Voyez? Et là, vous allez voir que le substitut qui ne vous écoutait pas, tac, il vous écoute. Alors que vous le voyez sur le côté de votre champ visuel, alors que vous regardez quelqu'un d'autre. Et intérieurement, vous dites, ça marche, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Souriez derrière le masque, souriez derrière le masque. Amusez-vous, dramatisez pas. Mais appuyez sur un des 3. Et vous allez voir, ça fonctionne. La différence, là, n'est que stylistique. Un type qui est né à Lille, il fait moins de gestes qu'un type qui est né à Marseille. Nous sommes d'accord? Chacun revendique sa culture et c'est super. Et c'est super. Le problème du geste, c'est qu'ils sont en accord
avec l'ensemble de ce que le corps produit, y compris le texte. Mais que vous ayez du geste beaucoup ou peu n'a aucune importance. Revendiquez votre culture. Que ceux qui sont nés à Marseille, moi j'ai connu quelqu'un né à Marseille, auquel quelqu'un, sans doute, je ne sais pas, un père ou un professeur, ou je ne sais pas, quelqu'un qui avait une autorité morale certaine sur lui, quand il avait 18 ans, lui a dit à lui qui est né à Marseille, tu fais trop de gestes. Putain, tu dis ça à un Marseillais, tu le tues. Tu le tues. T'as vu né à Marseille, le mec. C'est criminel. C'est comme dire sourire à quelqu'un qui n'a pas le sourire dans son style. C'est mortifère de l'expression de l'autre. On n'a pas le droit de dire « tu fais trop de gestes » ou « souris un peu » ou « sors les mains de tes poches ». On n'a pas le droit de faire ça. Juste le droit de dire « regarde, place ton dos et vocalise. Et sors ton geste comme tu as envie de le sortir. » Est-ce que vous croyez que je fais attention à mes gestes quand je parle ? Les trois seules choses que je contrôle chez moi, c'est mon regard, mon dos et ma voix. Mon geste, je le libère. On dit ça au tennis, on lâche les coups. Si vous réfléchissez votre coup, vous craquez dans le filet. La balle, elle ne passe pas parce que pour contrôler le geste, vous le ralentissez. Et la balle, elle craque dans le filet. Heureusement qu'on est libre de son style. Vous voyez ? Quand je vois un directeur qui a une tribune, il répète son kick-off annuel, et puis il y a le DIRCOM qui est en bas. Et puis le gars, il se dit, ces slides ne lui conviennent pas, et puis il y a quelqu'un dans la salle, au fond, c'est un espion ou quoi, et tout. Bon, il est de mauvaise humeur, puis il a le trac pour demain et tout. Donc il est tendu, il est contracté. Et le DIRCOM qui est en bas lui dit, souris un peu, mon vieux. Attends, avec la forme qu'il a, le gars, il va te faire une grimace. On ne peut pas faire ça. Il faut quand même... L'art oratoire ou l'expression des hommes, c'est pas « t'as les bras croisés, ça veut dire que t'es fermé, t'as les bras ouverts, ça veut dire que t'es ouvert ». Je peux être le bras fermé et parfaitement ouvert à vous. Il y a aussi des gens qui vont vous dire « quand t'es en avant, ça veut dire que t'es impliqué, et quand t'es en arrière, ça veut dire que t'es pas impliqué ». Moi, je peux être en arrière et parfaitement impliqué, merde. On ne peut pas simplifier et réduire le comportement des hommes comme ça. C'est ça que j'ai appris au théâtre. C'est ça que mes maîtres m'ont appris au théâtre. C'est que c'est toujours l'inattendu, que la relation est toujours nouvelle, qu'il se passe toujours des choses incroyables, mais que chacun est libre, à condition de respecter la nature qui est en lui. À ce moment-là, vous devenez créatif, vous devenez inventif, et la peur disparaît. Disparition de la peur, vous voulez savoir comment ? La question n'a pas été posée, je suis sûr qu'elle est, en tout cas, dans l'esprit de madame. Oui. Alors, on peut respirer pendant 10 heures avant d'entrer en scène. Mais, quand vous entrez en scène, vous aurez encore la trouille. Regardez bien ce que je vous ai enseigné. Regarde aux voix. L'être humain, il a sous ses pieds le sol, au-dessus de lui le ciel, et ça, ce n'est pas une question de culture, hein, monsieur. D'accord ? C'est pareil dans tous les pays, hein, et en face de lui, l'humanité. Bon, eh bien, quand il se place, à partir du regard, décision de s'intéresser, et tout d'un coup, son dos se place, et là, il est placé. Il a la voûte crânienne encastrée dans la voûte céleste, la table de hanche fondue dans la table terrestre et la cornée dans la cornée de l'humanité. Il est fondu dans le monde comme une pièce de puzzle à sa bonne place. Et il disparaît dans le puzzle. Camouflage. Et par conséquent, il n'existe plus, donc il n'a plus peur. Ah oui, mais... je vais vous dire un truc, parce que vous me permettez de me faire plaisir. C'est moi qui ai trouvé ça. C'est moi qui ai trouvé ça, tout seul. Essayez vraiment ce truc, hein. Essayez, quand vous entrez en réunion, de regarder le journaliste, la caméra, les syndicalistes en face de vous, le patron si vous êtes syndicaliste, etc. Essayez de regarder et de vous placer. Vous avez eu la trouille dans l'heure qui a précédé, vous vous placez correctement, prenez ce temps, démarrez pas trop vite votre parole. Vous allez voir, avant le premier mot, le trac aura disparu. Mais placez vos appuis correctement. Hein. Attention, également les appuis posture assise. Quand vous êtes là, je suis en verticalité, je m'assois. Là, il y a une charnière lombodorsale. Tenez-la, même incliné, tenez votre dos. Même en avant, je peux m'avancer, tous les mouvements sont possibles, mais je ne lâche pas mon dos.
Eh oui, c'est simple. Vous voyez, respectez la nature qui est en vous. Mais chaque fois que vous êtes dans cette verticalité, regard aux voix, on peut résumer la technique. R majuscule EN, D majuscule EZ, trait d'union pour montrer que c'est un montage technique, V majuscule OUS. Rendez-vous. Ne retenez que ça. Entretien, petite négociation, grande négociation, votre style changera avec les situations, pas la technique. La technique est la même partout, et vous ne serez pas dans le même comportement stylistiquement par rapport à vos collaborateurs, par rapport à un journaliste qui vient à l'extérieur, vous n'aurez pas le même style. Mais ça, c'est votre cerveau qui va le calculer, vous inquiétez pas. Occupez-vous simplement du regard aux voix, et la peur disparaîtra, et vous serez dans l'action. Mais pendant l'action, contrôlez. Oui, mon dos, comme un sportif. On voit le sportif de l'extérieur, il joue son match, etc. En fait, à l'intérieur, il y a quelqu'un de très froid, qui fait attention, attention, je fatigue mon revers, je ne suis pas bien, donc il va jouer plutôt à droite du court, pour avoir moins de revers à faire. Et tout ça, c'est décidé froidement. On peut être en plein combat et en même temps seul. Il me brûle de vous dire là quelque chose sur le leader. Mais il est 8 heures là, ça va ? Je ne dis pas ça pour me faire supplier, mais je sais aussi que l'heure, c'est l'heure, et voilà, hein, c'est... Le leader. Le leader s'expose et expose. Le chef s'impose et impose. Valls, Copé, chef ou leader ? Chef. Pas de regard. Pas de regard. Et attention, ils sont élevés comme ça, hein. Pas de reproche, pas de moquerie. Il n'y a pas de regard. Donc, ils tirent leur propre autorité d'eux-mêmes. Alors qu'un leader décide de s'intéresser, il regarde, et tout d'un coup, vertical. Autrement dit, il tire son leadership du peuple, pas de lui. Et ensuite, une fois qu'il s'est grandi, il récupère, il y a plein de choses qui viennent dans son cerveau, qui passant au prisme synthétique du message du jour, par la voix, la colonne d'air monte vers le ciel. C'est-à-dire qu'un leader, il fait grandir son public. Mais il a grandi grâce au public. Cet échange-là, vous pouvez l'avoir avec vos adversaires sur le dossier comme avec les partenaires. Avec les deux. Vous voyez ? Et le leader, ce n'est pas le chef, ce n'est pas non plus le coach. Très souvent, le coach, il est dans le regard de l'autre. Mais alors, il est presque intrusif. Un leader est dans le regard de l'autre et en même temps solitaire. Un leader, il est solidaire et solitaire en même temps. Le chef est solitaire et pas solidaire. Le coach est solidaire et pas solitaire. Chez un chef, on sent le projet, mais on ne sent pas la personne. Chez un manager coach, on sent la personne, mais on ne sent pas le projet. Chez un leader, on sent la personne et le projet. Et quand la personne rejoint le projet, on appelle ça un personnage. Il n'y a pas d'entreprise possible sans théâtralité. La société construite réclame que nous théâtralisions. Et théâtraliser, ce n'est pas faire le con, ce n'est pas faire l'histrion, ce n'est pas faire l'exhibitionniste. Théâtraliser, c'est servir la cause et servir le public. Il faut théâtraliser. Mais dans le sens où je viens de le dire. Et le leader théâtralise, pas le chef, pas le coach. Le leader est à la fois, dans le même temps, à la même seconde, il est chef et coach. Il est solitaire et solidaire en même temps. Ouais. Et bien ça, le RDV vous l'apporte. Si vous travaillez cette approche-là, vous gagnerez en leadership. Alors, c'était simplement quelques notions sur, pour moi, une différence très importante. Je suis en train de finir un bouquin, j'espère qu'il sera publié un jour, sur ces différences entre le manager coach, manager chef. Ce ne sont pas des reproches, hein. Heureusement qu'il y a des managers coach et chef. Hein. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de leaders. Donc de gens qui aient les deux, en même temps, à la même seconde, qui soient dans les deux dimensions. Vous voyez ? C'était le RDV. Je crois qu'on va arrêter là. Il est tard. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci.